Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. On parle aujourd'hui d'un livre publié ce printemps, Histoire de célibat, avec les deux jeunes historiennes qui l'ont dirigé. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur iTunes, Spotify ou sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire pour toutes les émissions. Merci et très bonne écoute. Nous sommes aujourd'hui aux Presses universitaires de France pour parler d'un livre qui a été publié cette année, Histoire de célibat du Moyen-Âge au XXe siècle, dirigé par Juliette Eméhoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire moderne et avec vous, Claire-Lise Gaillard. Bonjour. Bonjour. Docteur en histoire contemporaine. Vous avez donc co-dirigé cet ouvrage. D'où vient ce projet de travailler collectivement sur les célibats ? D'abord d'une rencontre scientifique qui est celle de Juliette et de moi-même, qui nous a donné envie de creuser la question qui était en fait celle du sujet de thèse de Juliette, du célibat qu'elle a exploré elle à l'époque moderne, et qui nous a amené à faire un colloque pour laquelle on a reçu beaucoup plus de propositions que ce à quoi on s'attendait quelque part. Et à l'issue de ce colloque, on a développé le sujet sous différentes formes et très rapidement s'est imposée l'idée que le célibat devait être incarné dans des trajectoires individuelles. Et c'est ce qui nous a donné l'idée d'éclairer sur le temps long un phénomène social dans des personnes. Incarner, ça prend plusieurs formes, parce qu'il y a le livre dont on va parler, mais il y a aussi une forme podcast. On dit au passage que les gens peuvent s'abonner sur iTunes, Spotify, etc. au podcast Le genre des célibats. Juliette, vous voulez nous en dire un mot ? Pour rebondir sur ce que vient de dire Claire-Lise, c'est effectivement à l'issue de notre appel à communication pour le colloque, nous avons reçu beaucoup de propositions et il a été trop difficile de sabrer dans le tas et de choisir. Et donc, les personnes que nous n'avons pas pu inclure au colloque, nous les avons invitées à parler lors de podcasts. Le livre, le podcast, on a l'impression, évidemment, que c'est l'histoire qui est au cœur, mais on a l'impression que ça rencontre aussi des questionnements contemporains sur l'évolution du couple, de la famille, sur également le fait que de plus en plus de gens, à mon avis, prennent conscience qu'il y a une injonction très forte à la conjugalité et que c'est peut-être pas très sain, une société qui fonctionne avec un modèle conjugal, d'ailleurs pas uniquement hétérosexuel, mais en tout cas le modèle de la conjugalité, y compris avec le mariage pour tous, s'est imposé ou continue de s'imposer comme norme. Est-ce que cette ère du temps, vous en avez eu conscience, peut-être d'ailleurs en choisissant votre sujet et plus généralement en réfléchissant à la construction de cet ouvrage ? Oui, je pense que c'est des questions qui nous habitent, qui nous traversent, Claire-Lise et moi. Et je pense qu'il y a aussi un peu un ras-le-bol des gens qui utilisent l'histoire pour dire que de toute éternité, on a une façon de faire famille et c'est celle-ci qui doit se pérenniser malgré les changements sociaux. Et on avait aussi cette envie de montrer que ce n'est pas le cas en fait, que le célibat n'a pas toujours été source de stigmates. Il y a eu plusieurs façons de faire famille, pas seulement dans un petit noyau très resserré autour de un papa, une maman, pour le dire avec les mots de notre modernité. Donc oui, je pense que ça, c'était important pour nous aussi, en tant qu'historienne, de s'inscrire dans cette modernité. Votre sujet de thèse portait exactement sur quoi ? Donc moi, j'ai travaillé sur les hommes et femmes célibataires dans la noblesse française au XVIIe siècle. Donc y compris des religieux et religieuses, des laïcs, hommes et femmes. J'ai étudié les trajectoires de ces individus célibataires au sein de leur lignage. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que le célibat n'est pas source d'isolement à cette période, en tout cas quand on est riche, quand on est noble, et qu'on peut s'inscrire dans différents réseaux. Et Claire-Lise Gaillard, vous avez travaillé également en thèse sur un sujet pas exactement, où le célibat n'est pas exactement au centre, mais il est finalement en filigrane de tout ce que vous avez cherché. Oui, moi j'ai travaillé de fait sur des célibataires, pas seulement des célibataires, mais en tout cas des candidats et des candidates au mariage, parce que j'ai travaillé sur le marché de la rencontre, c'est l'expression que j'ai donnée en fait à la naissance d'une offre concurrentielle et croissante d'agences matrimoniales, puis d'une presse matrimoniale et de toutes ces petites annonces donc du 19e au 20e siècle.
Et là-dedans, la question du célibat s'est très vite imposée comme centrale, parce que déjà, c'est au cœur de l'argumentaire publicitaire de ce marché, qui cherche à se légitimer, et c'est pas une moindre affaire, parce que ces agences matrimoniales sont au cœur de la critique. Elles seraient des fossoyeuses du mariage, elles jetteraient la sacralité du mariage en pâture aux affres de l'argent, etc., etc. Donc, lutter contre le fléau du célibat, et par-delà le fléau du célibat, le fléau de la dépopulation, c'est un des argumentaires de ces agences matrimoniales pour se justifier. Et ensuite, quand je regardais les annonces matrimoniales, quand je regardais les individus qui cherchent à se marier, il y a bien une hiérarchie des statuts matrimoniaux qui était flagrante entre ceux qui n'avaient jamais été mariés et ceux qui l'avaient été, ceux et celles qui l'avaient été. Et ça m'a intéressé de voir comment tout ça s'agençait en termes de genre, de classe, entre autres. Oui, on va y revenir parce que c'est pas la même chose d'être célibataire veuf ou veuve, évidemment, et de n'avoir jamais été marié. Le fait d'être l'une moderniste, l'autre contemporaniste, qu'est-ce que ça vous a apporté dans vos discussions ? Est-ce que vous avez pu voir qu'il y avait des similarités, des complémentarités, des choses où vous pensiez différemment les problèmes ? Juliette Eméoud ? Oui, un peu de tout ça. Parfois aussi des petites incompréhensions sur certains termes que l'une et l'autre on utilise avec facilité et que l'une et l'autre ne comprend pas forcément. Pour donner un exemple qui est assez parlant, Claire-Lise, en tant que contemporaniste, elle peut utiliser les termes de vie privée, vie publique, quelque chose qui n'a pas vraiment de sens en fait pour l'époque moderne. On est un peu dans un autre vocabulaire. Donc oui, on s'est apporté beaucoup pour penser le temps long du célibat. Enfin, pour penser l'histoire du célibat sur un temps long. Et puis, on s'est apporté aussi l'une l'autre dans la rencontre des périodes. Enfin, Et puis particulièrement dans le dialogue entre l'histoire moderne et l'histoire contemporaine, on a un peu tendance, notamment dans l'histoire de la famille, à voir dans la Révolution vraiment une révolution aussi dans l'histoire de la famille, et à commencer avec une rupture et travailler avec des modernistes. C'est vraiment très utile pour comprendre autour de ce pivot qu'est-ce qui perdure, qu'est-ce qui... ça permet de décaler un petit peu les temporalités, et sur la notion de vocabulaire, pas forcément toujours utilisé de la même manière. On s'en est rendu compte aussi sur la notion de choix, que moi j'utilise beaucoup dans mes travaux, puisque j'étudie en fait le choix du conjoint, selon cette expression qui est utilisée par la démographe. Et c'est pareil, en essayant de discuter et peut-être de transposer, je me suis rendu compte dans les discussions avec Juliette que ça n'avait pas trop de sens non plus, et qu'il fallait penser les choses autrement, plutôt dans les stratégies familiales à l'époque moderne. Si on regarde la table des matières du livre, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de contributrices que de contributeurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez de manière générale quand on touche à ces questions de la famille, de la mise en couple, au sens large de la sexualité et du genre ? Est-ce que vous remarquez que c'est aussi un sujet qui reste genré ? Oui, c'est assez flagrant pour le colloque qu'on a donné en octobre 2021, qu'on a organisé en octobre 2021. On avait reçu une 60aine de propositions, et je pense que sur les 60, il y avait moins d'une dizaine d'hommes. Ouais. En fait, c'est un trait caractéristique de l'histoire des femmes et du genre. Hein. Ça s'explique par la construction de cette sous-discipline. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui doit nous interroger sur la manière dont les historiennes et les historiens peuvent, et plutôt les historiens en l'occurrence, peuvent percevoir ces petits sujets comme des petits sujets, justement. Et je pense que notre travail cherche à montrer comment, sous la petite histoire, il y a... En fait, cette histoire-là, elle est charriée par des logiques, celles des rapports de pouvoir, en fait, qui structurent fondamentalement les sociétés, et qu'il y a matière à s'y intéresser. C'est intéressant aussi d'un point de vue historiographique, parce qu'il y a eu malgré tout une époque où les, entre guillemets, grands noms, et notamment masculins de la discipline historique, posaient malgré tout ces questions, parce que la démographie historique a été un peu une colonne vertébrale de l'histoire quantitative, de l'histoire sociale, en particulier pour l'époque moderne. On pense à quelqu'un comme Pierre Goubert, même si le célibat n'est pas au cœur de ces interrogations. À partir du moment où on reconstruit les familles de 80 000 personnes à Beauvais au XVIIe siècle, on rencontre forcément le mariage, le non-mariage, le veuvage, etc. Donc il
y a eu une phase où finalement ces questions ont été abordées, mais beaucoup plus sous l'angle quantitatif et objectiviste. Est-ce qu'on peut dire que là, vous incarnez une génération qui va chercher plus à cerner l'expérience subjective également du célibat et pas simplement de l'objectiver avec des indicateurs chiffrés? Alors, ce qui est intéressant, si je rebondis sur cette question de la démographie, dans ma thèse, j'ai consacré un chapitre à la démographie du célibat. Alors, c'est une étude plus qualitative que quantitative parce que j'avais un petit corpus. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, les grands noms de la démographie historique, comme Pierre Goubert que vous citiez, sont les premiers à dire que pour eux, il est plus difficile de quantifier les populations féminines, quelles que soient en fait les interrogations. Et il se trouve que en interrogeant ces sujets par le qualitatif, on a accès à des sources nouvelles que les démographes n'ont pas consultées. Et donc moi, mon chapitre de démographie, il est totalement équitable en termes de représentation de femmes et d'hommes. Ce qui me permet d'aller un peu plus dans le détail et de pouvoir quantifier le taux de célibat féminin, le taux de célibat masculin, ce qui jusqu'ici n'avait pas pu être fait. Donc oui, nous, effectivement, je pense qu'en tant qu'historienne du genre, on s'intéresse aux individus, à hauteur d'individus, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir aussi tirer des fils plus larges, de tirer vraiment des analyses à plus grande échelle. Oui, autrement dit, de ne pas sacrifier l'acquis quantitatif, qui est sans doute un passage incontournable pour un certain nombre de questionnements, mais en y ajoutant effectivement un type de document, un type de questionnement, peut-être que n'avaient pas ces générations. Oui, et puis il me semble qu'il y a aussi un effet générationnel, justement, où non seulement pas mal de nos auteurs-autrices et nous-mêmes en fait, appartenons à l'histoire du genre, mais vraiment dans un dialogue au sens large avec les sciences sociales. Et il me semble que parmi les sciences sociales, les méthodes quantitatives sont devenues un peu autre chose. Et moi, c'est le cas dans ma thèse, j'articule systématiquement analyse quantitative et analyse qualitative. Et il me semble que voilà, on a intégré une méthode, des méthodes d'analyse statistique, mais sur d'autres objets, avec la boîte à outils des études de genre. Et ça donne parfois aussi des choses peut-être un peu plus incarnées parce qu'on y intègre aussi le dialogue avec d'autres sources, et notamment les sources, les égo-documents, les sources personnelles. Et dans le cadre de ma thèse, c'est ce que j'essaie de faire avec les annonces matrimoniales, puisque ce ne sont pas des archives classiques de la démographie historique, parce que ce sont des discours, ce sont des gens qui s'auto-étiquettent, et quelque part, c'est comme si on donnait le micro directement aux gens pour savoir ce qu'ils pensent. Et ça ouvre des champs un peu différents par rapport à l'étude des recensements, l'étude des actes de mariage. On a effectivement davantage de subjectivité. On a accès à la subjectivité que l'on peut quantifier et que l'on peut croiser avec d'autres sources. Alors tout ça renvoie au fond à des questions de définition, puisqu'on a tourné autour pour l'instant, mais un des grands intérêts du livre que vous dirigez, c'est justement de montrer que le célibat, un peu comme le chômage, n'est pas une catégorie éternelle ahistorique, c'est quelque chose qui est construit à un moment donné. Le terme apparaît dans les dictionnaires, il commence à être pesé, codifié, et des discours sur lui se tiennent. Et donc, plutôt que de le définir, est-ce qu'on peut cerner l'émergence de la notion de célibat, une émergence d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui est un peu à la jonction de vos deux périodes, puisque c'est précisément ce pivot de la fin 18e, début 19e, au moment où il y a à la fois la révolution, le code civil, disons les lumières de la révolution, le code civil, où là, il va y avoir un peu une manière de faire émerger une notion nouvelle qui est le célibat. Oui, comme le disait très justement Claire Lys tout à l'heure, on a pu s'apercevoir en travaillant ensemble que la rupture de la révolution n'était pas forcément pertinente pour notre sujet. Et il se trouve que c'est plutôt la seconde moitié du XVIIIe siècle qui crée ce personnage du célibataire, donc principalement masculin. Dans les dictionnaires, le mot célibataire apparaît, et quand on parle de célibataire, on parle d'homme. Pour désigner les filles, les femmes célibataires, ça va être un autre vocabulaire. Donc vraiment, le célibataire, c'est l'homme, un homme
qui s'adonnent au plaisir, qui ne pensent pas à construire une famille, qui ne participent pas à une sorte d'effort national pour peupler la patrie. Voilà. Du coup, si on ne qualifie pas les femmes pour l'instant de célibataires, elles sont qualifiées comment ? Alors, elles sont qualifiées de filles. Vieilles filles commencent à apparaître, mais au XVIIIe, il n'est pas encore totalement auréolé de la disgrâce qu'on lui connaît au XIXe. Filles non mariées, ça peut exister Filles majeures qu'on trouve. Filles majeures, filles, vieilles filles. Le terme de vieille fille connaît son apogée d'usage plutôt au milieu du XIXe siècle, alors que le terme vieux garçon, c'est plutôt au début du XIXe siècle. Et ça décroît un petit peu au moment où l'imaginaire de la vieille fille se charge de références littéraires connues, etc. Mais effectivement, c'est ce qu'on a remarqué aussi en travaillant ensemble, c'est la différence genrée de la temporalité de l'histoire du célibat et l'importance aussi de travailler sur les mots parce que célibataire, on l'a dit, est d'abord plutôt masculin, mais c'est assez fluide et ça appelle en fait, au-delà de notre livre pour des pistes futures qu'on aimerait développer, ça appelle aussi vraiment une comparaison à minima européenne, en tout cas occidentale, voire au-delà si possible, parce que dans d'autres pays, par exemple, il y a deux mots différents entre hommes et femmes pour dire célibataire. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne. Donc ça appelle aussi à d'autres comparaisons. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des préoccupations à l'échelle européenne. Vous ouvrez votre livre d'ailleurs sur une citation de Jane Austen, et tout lecteur ou toute lectrice de Orgueil et Préjugés sait que la grande préoccupation de la famille Bennett, c'est d'avoir 5 filles à marier. Et du coup, voilà, il y a un enjeu qui est à la fois un enjeu familial, social, émotionnel, aussi un enjeu financier, parce que une des choses qui fonctionne pas de la même façon, et malgré tout qui fonctionne dans les différentes périodes que vous abordez, c'est que se marier, ça a des implications économiques, dans plusieurs dimensions d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'une des raisons fondamentales du célibat, dans les périodes que vous étudiez, c'est que il faut avoir, entre guillemets, les moyens de se marier? Alors, pour la période moderne, c'est certain. Et surtout, en fait, au XVIIe siècle. Parce que ce qu'ont observé les historiens et historiennes, c'est que au XVIe siècle, l'objectif, c'est de marier le plus de monde possible. Peu importe, finalement... les dots, peu importe si on crée des mésalliances. Vraiment, l'important, c'est de marier, et surtout les filles, de marier les filles. Et au XVIIe siècle, moi, ce que j'ai observé, c'est quasiment l'inverse. Enfin, on marie de moins en moins de filles. Certaines fratries se retrouvent entièrement dépourvues de femmes mariées. Et ce qui est sûr, ce qui est observable, c'est que le XVIe siècle, c'est une période extrêmement complexe pour la noblesse qui voit apparaître une noblesse dite de robe, donc qui est anoblie par les offices royaux. Et donc, il y a une concurrence entre noblesse. Il y a aussi une crise économique parce qu'il y a une crise du foncier. Donc, en fait, il y a énormément de problématiques financières, de problématiques de prestige, de tenir son rang, d'être un peu mieux que le voisin. Et donc, dans ce contexte, le mariage devient, ça l'était déjà, mais se renforce comme preuve de distinction sociale. Et donc, marier, ça coûte de plus en plus cher parce qu'on doit faire des mariages fastueux. Et de fait, on marie de moins en moins pour marier de mieux en mieux. Et on marie de moins en moins parce que marier une fille, ça coûte cher, parce qu'il faut la doter. Marier une fille, ça coûte cher parce que on observe, enfin ça c'est des historiens comme Robert Dessimon ou Eliadat qui l'ont montré, ou Michel Nassier aussi. Au XVIIe siècle, on marie de plus en plus à égalité, donc on crée des mariages dits endogames, des alliances endogames. Et donc, il faut trouver pour une fille un parti exactement semblable à elle. Et quand on dit elle, en fait, on parle de son père ou de ses frères. Et en fait, le marché matrimonial se réduit de plus en plus. Donc, ça devient compliqué de marier les filles, tandis que pour les garçons, on accepte de légères mésalliances. Donc, on a un vivier d'épouses un petit peu plus large.
C'est ce qui arrive à la demoiselle d'Armentières que vous étudiez dans le livre, le fait que sa situation économique ne lui a pas permis, en tout cas c'est l'une des raisons, qui fait qu'elle n'a pas contracté de mariage. Oui, là, je pense que c'est vraiment lié à l'endettement chronique de son père, de ses frères. On voit d'ailleurs que un de ses frères se marie, mais se marie très mal. Donc lui-même, il a visiblement eu du mal à trouver une épouse. Donc là, il était certain qu'elle n'était pas prioritaire sur le marché matrimonial. Clarisse Gaillard, si je me tourne vers vous, le marché matrimonial, on est au cœur de votre sujet, mais avec des termes légèrement différents, parce que la Révolution est passée par là, le Code civil napoléonien est passé par là, l'industrialisation de la société marchande, on va dire, ont quand même transformé les relations économiques, ce qui fait qu'il est toujours question d'argent, mais il est moins question d'argent peut-être pour des raisons symboliques et de prestige, mais en revanche, pour avoir une bonne situation, pour épouser quelqu'un qui a de la rente. Et dans les annonces que vous étudiez, on retrouve très très souvent ces mentions cherche jeune fille ou cherche monsieur avec telle situation, et même avec des montants chiffrés explicites. Oui, ces montants peuvent être chiffrés et même parfois on peut avoir 3 sommes d'affilée. On peut avoir la dot qui est chiffrée, une fortune qui n'est pas tout à fait exactement la dot, et même parfois des espérances, qui est un terme qui est une litote, pour parler de l'héritage à venir. Et précisément, les raisons pour lesquelles l'argent s'expose comme ça dans les annonces matrimoniales, c'est parce que le mariage est un moment de transfert du patrimoine. Et ça, les annonces le montrent bien, et montrent bien comment les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait le même rôle à jouer dans ce jeu matrimonial du mariage. On voit que les femmes elles-mêmes se présentent comme ayant du patrimoine, donc justement les dots, l'héritage, la fortune, les avoirs au sens large, et demandent en revanche à leur mari d'avoir un même niveau de fortune, là c'est pour éviter la mésalliance, mais surtout une bonne situation, voire une situation d'avenir, le mot revient beaucoup. Et les hommes eux-mêmes mettent en avant d'abord leur capacité à faire fructifier la fortune qu'ils peuvent recevoir en mariage, et demandent à leurs épouses qu'elles aient de grosses dots, qu'elles aient un héritage à venir. Donc on voit qu'en gros on demande aux femmes d'avoir du passé, c'est-à-dire de l'accumulation de richesses de la génération précédente, et on demande aux hommes d'avoir de l'avenir, c'est-à-dire de garantir le lignage pour la génération qui suit. Et le lien avec le célibat là-dedans, pour faire le lien avec ce que disait Juliette tout à l'heure, effectivement, plus on cherche l'endogamie et plus le marché matrimonial se réduit. J'avais fait un petit exercice dans ma thèse avec ma directrice Claire Lemercier. On avait essayé de prendre un seul numéro d'un même journal matrimonial à la fin du 19e siècle. Il y avait à peu près 400 annonces, 200 annonces d'hommes et 200 annonces de femmes. Et on avait essayé de voir si tout le monde cherche à garder ses critères, c'est-à-dire si personne ne fait de concessions, est-ce qu'il y a des gens qui matchent ? Et en fait, non. Parce qu'il faut qu'il y ait des concessions pour que ça fonctionne. Donc, de fait, plus les critères d'endogamie sont forts, et plus le célibat l'est aussi, plus le non-mariage l'est aussi. Et au XIXe siècle, ce qui rend compliqué le fait de marier les filles, comme on l'a dit, c'est effectivement que le Code civil réétablit, c'était déjà le cas, mais donc inscrit dans la loi une relation de dépendance entre mari et femme qui fait que l'époux doit pourvoir aux besoins de son épouse et en échange, elle lui doit soumission. Donc forcément, pour se marier pour un homme, il faut avoir de quoi pourvoir à la vie de son épouse. Donc il faut avoir déjà une situation bien établie. Et pour une femme, il faut avoir une dot aussi pour participer un peu à cet effort qu'on appelle l'oisiveté féminine. C'est le prix de l'oisiveté féminine avec tous les guillemets que vous pouvez entendre, puisque en fait elles ont aussi un travail de l'ordre du travail symbolique, mais même pour les bourgeoises. Donc de fait, une femme qui ne se marie pas, forcément, si elle ne dépend pas de son époux, elle risque soit de dépendre de sa famille, donc elle est une charge en plus pour sa famille, soit pour ne pas dépendre de sa famille, elle risque de devoir travailler. Et donc une bourgeoise qui se met à travailler, c'est une déchéance sociale, puisque le travail féminin est un marqueur de distinction entre les classes populaires et la bourgeoisie.
Alors justement, vous avez travaillé, Juliette Eméhoud, sur les nobles, Clarisse Gaillard sur des gens qui passent des annonces. Est-ce que vous pensez que les codes que vous observez sont partagés socialement? À quel point ils sont partagés socialement? Sachant que le mariage est évidemment quelque chose qui fonctionne pour toute la société, mais peut-être pas de la même manière. On sait par exemple qu'il y a un certain nombre de mariages avec des naissances hors mariage, des mariages qui sont dans les couches populaires, des régularisations d'unions préexistantes, des formes de concubinage. Autrement dit, est-ce que le mariage, et donc par contre-coup le célibat qui serait son envers, est quelque chose qui est plus normé pour les élites ou qui serait plus souple finalement pour les couches populaires? Ou est-ce que c'est une interprétation échevelée que je fais? Alors je pense que pour le XVIIe siècle, ce travail, il reste à faire. Par contre, sur le XIXe siècle, il y a eu pas mal de travaux sur notamment les filles mères, les filles abandonnées. Et là, on voit assez clairement que ça concerne les classes populaires, voire extrêmement précaires, et que le stigmate de la maternité hors mariage est extrêmement lourd à porter, y compris pour ces femmes-là. Pour le dire autrement, est-ce que ne pas être marié et ne pas officialiser une union ne pose pas moins de problèmes dans les couches populaires parce qu'il y a des formes de vie commune et de célibat qui ont moins besoin, disons, d'une sanction symbolique que ce qui peut exister pour les élites sociales? Par définition, en étudiant les annonces matrimoniales, on a accès à ceux et celles qui veulent se marier, donc qui veulent rentrer dans la norme matrimoniale et qui, souvent, y voient aussi une forme de petit embourgeoisement. Donc ce qu'on voit au XIXe siècle, c'est comment la norme morale du mariage est aussi associée au modèle bourgeois de la famille bourgeoise. Mais effectivement, il y a des travaux sur le concubinage et qui amènent à repenser aussi la définition qu'on peut avoir du célibat, puisque c'est pas tout à fait la même chose de ne pas être marié, mais d'être en cohabitation. Avec qui est-ce qu'on est en cohabitation? Est-ce que c'est forcément être en concubinage? Sandra Bray est en train de travailler sur les recensements à Paris et essayer de voir justement comment est-ce qu'on peut déterminer quelles sont les relations entre les cohabitantes et cohabitants. Mais pour ce qui est des représentations, en tout cas, il y a vraiment une lutte au XIXe siècle, et notamment à la fin du XIXe siècle, justement contre les faux ménages, qui est l'expression qu'on utilise pour parler du concubinage. Et le marché de la rencontre va beaucoup utiliser cette lutte comme argument publicitaire, et aussi pour quelque part démonétiser leur œuvre, et pour se vendre comme œuvre philanthropique pour le mariage et pour lutter contre les mauvaises mœurs des classes populaires, et notamment des classes populaires ouvrières, en vendant un service moins cher pour les ouvriers qui voudraient quelque part suivre le modèle bourgeois et s'embourgeoiser en se mariant. Donc il me semble que c'est plutôt une logique de perception par la classe sociale qu'il faut interroger ici. De part et d'autre de la coupure révolutionnaire, il y a aussi un changement qui peut paraître assez profond, c'est le fait que le mariage était un sacrement et qu'il devient un contrat, en quelque sorte, puisque le mariage civil fait son apparition, le mariage religieux continue d'exister et d'avoir une importance symbolique considérable. Est-ce que cette dimension religieuse, vous voyez qu'elle joue un rôle dans la perception du célibat, si on laisse de côté les hommes d'église qui font vœu de célibat, mais qu'on prend les laïcs qui sont célibataires? Est-ce que le fait de ne pas recevoir ce sacrement, ou est-ce que le fait plus tard d'être célibataire et donc de ne pas passer à l'église, est-ce que c'est quelque chose qui joue sur la perception qu'on a de ce statut? Alors en réalité, la contractualisation du mariage, elle est plus ancienne que le Code civil. Elle est notamment renforcée dès le début du XVIIe siècle. Et en fait, pour certains historiens, ça participe de ce qu'on a pu appeler l'absolutisme. C'est le roi, la monarchie qui contrôle de plus en plus l'Église, les familles. Et en fait, on retrouve énormément de contrats de mariage dans les registres notariés, chez les notaires. Et d'ailleurs, c'est pas un acte qui concerne uniquement la noblesse ou la bourgeoisie. On se marie chez notaire, on contracte on fait un acte de mariage, y compris dans les classes populaires. Donc je ne sais pas si ça... Mais du coup, est-ce que si on n'est pas marié, est-ce qu'il y a le
le sentiment, la sensation qu'on est en faute devant Dieu, concrètement, qu'on ne remplit pas son rôle chrétien, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'intervient pas du tout dans les discours sur le mariage, le célibat? Alors si, évidemment, il est très important de se marier en face d'église, comme on dit à l'époque moderne. En fait, ça fait partie un peu des différentes cases à remplir pour considérer qu'on est un couple marié. Donc il y a l'acte chez notaire, il y a le sacrement en face d'église, la présence d'un prêtre, la publication de bans, donc aussi une publicité autour du mariage pour que le mariage soit connu de tous et toutes. Et effectivement, la variable religieuse est importante pour la condamnation ou non de la sexualité hors mariage. Et c'est ça qui peut alimenter la condamnation des hommes célibataires, puisqu'on considère que ce sont souvent eux qui sont responsables du célibat des femmes, puisque c'est eux qui ont en fait la marge de manœuvre dans le choix du conjoint, c'est eux qui font le premier pas, et les femmes sont quelque part victimes de leur égoïsme, et bien sûr cette victimisation entraîne des stigmates. Mais c'est quelque chose qui nous a interpellés d'ailleurs, c'est qu'en étudiant en prenant le célibat comme objet, ça nous a amené à nuancer un tout petit peu la question du double standard de la morale sexuelle qui avait été bien documentée pour les époques qu'on étudie. C'est cette idée selon laquelle, alors qu'on valorise une pureté féminine et que tous les écarts en termes de sexualité sont très durement punis pour les femmes, dans le même temps, les incartades masculines, on jette un voile pudique dessus et c'est assez bien accepté. En fait, lorsqu'on regarde le cas des hommes célibataires et de leur sexualité, elle peut être quand même critiquée parce qu'elle ne se fait pas dans le cadre du mariage, parce qu'on craint toujours qu'elle soit en fait trop débridée. Donc il peut y avoir le regard de médecin sur la question. Ou alors que leur célibat soit le signe d'une impuissance. Donc dans les deux cas, c'est soit du trop, soit du pas assez. Il y a une variable qui paraît aussi importante, c'est la variable de l'âge, parce que être célibataire à 40 ans pour un homme et pour une femme, bon, ça dépend évidemment des périodes, mais malgré tout, la même image ne lui est pas associée. Se marier à 45 ans pour un homme, on peut considérer qu'après tout, c'est tout à fait logique, on va trouver une femme plus jeune, et puis on a l'impression que le célibat est joué plus tôt, et que la notion de célibat est jouée plus tôt pour les femmes. Oui, alors c'est assez flagrant. Moi, à l'époque que j'étudie, donc au XVIIe siècle, il y a vraiment ce terme juridique qui se forme, celui de fille majeure. Et donc, ça définit les femmes de plus de 25 ans qui ne sont pas mariées. Alors, à l'inverse, fils majeur, on le retrouve quasiment pas dans les sources du XVIIe siècle. Ça apparaît un petit peu au XVIIIe, mais de manière moins systématique. Et moi, dans ce que j'ai pu étudier dans ma thèse, j'ai des hommes qui se marient à 70 ans, le plus vieux se marie à 82 ans, et c'est son premier mariage. Hein. C'est pas un veuf qui se remarie, c'est vraiment son premier mariage. Bon, ça c'est totalement impossible en miroir. Enfin, aucune femme ne se marie à cet âge-là. Donc oui, il y a vraiment une variable d'âge très pertinente pour étudier le célibat. Sachant que si on reste un instant sur l'époque moderne, cette variable d'âge, on le voit notamment avec plusieurs exemples du 18e qui sont pris dans le livre, c'est comme si elle ouvrait un temps social possible à des hommes, mettons entre 30 et 50 ans, pour accomplir une carrière, pour devenir homme de lettres, par exemple, et à un moment où le célibat peut être valorisé. Et puis peut venir ou non le moment de se ranger, le moment de rentrer dans le monde avec une épouse, parce que pour un certain nombre de fonctions sociales, il est bien aussi d'être marié. Donc voilà, on a l'impression que ça dégage finalement des possibilités sociales et professionnelles dans un temps intermédiaire qui est possible pour les hommes et pas pour les femmes. Oui, mais en même temps, moi j'ai l'impression que cette vision du célibat féminin, donc les femmes après 25 ans, elles sont à jeter, enfin en tout cas elles sont plus utilisables pour des fins matrimoniales et de maternité. C'est une vision qu'on a un peu calquée sur en fait, les stigmates qui sont nés au 19e siècle. Et finalement, moi, les femmes que j'étudie, qui donc passé 25 ans ne sont toujours pas mariées, elles
elles peuvent mener, alors c'est pas des carrières parce qu'elles n'ont pas de profession, mais elles ont un rôle social important, un rôle au sein de leur famille. Elles peuvent participer à l'éducation de leurs neveux et nièces, elles peuvent financer des mariages, financer les carrières justement de leurs neveux. Et donc c'est peut-être un peu comme si ce statut de fille majeure, ça les libérait aussi de la chasse au conjoint et ça les rendait disponibles pour d'autres activités. Ça, c'est un fil rouge du livre, de montrer que le célibat qu'on imagine toujours subi peut, tout en étant subi dans un grand nombre de cas, devenir un facteur d'agentivité, comme on dit, de capacité d'agir à l'intérieur, malgré tout, peut-être de possibles sociaux qui sont refermés. Tout en se refermant, ils en ouvrent d'autres. Oui, moi, c'est par exemple le cas de Gertrude Bell, à laquelle un chapitre du livre est consacré, où on voit que Gertrude Bell, alors qu'elle regrette en fait son célibat, et notamment à la fin de sa vie... On rappelle que c'est une grande archéologue, agent secret britannique, qui a une vie très rocambolesque. Voilà. Et elle a subi ce célibat dans le sens où il y a eu des tentatives, des négociations matrimoniales qui n'ont pas abouti. Et le fait d'être hors de la norme matrimoniale, c'est quelque chose qu'elle n'a pas l'air d'accepter totalement. Mais en même temps, dans ses écrits, on voit aussi qu'elle sait ce qu'elle doit à cette autonomie et qu'elle est très heureuse d'être, comme elle dit, considérée comme une personne, c'est-à-dire presque comme un homme à l'époque. On précise d'ailleurs que ce chapitre a été écrit par Isabelle Algrin et Laura Marie, et chaque chapitre du livre est écrit par un contributeur ou une contributrice différente. Cette question de l'âge au XIXe siècle, Alice Galler, vous la retrouvez comme déterminante, d'ailleurs même pour le début du XXe siècle. L'étude de cas que vous présentez dans le livre montre quelqu'un qui se marie passé 50 ans avec une femme qui a pratiquement 20 ans de moins. Oui, c'est vraiment une variable très très importante du célibat. Et il me semble que l'âge dit quelque chose du genre du célibat, puisque en effet, ça montre qu'est-ce que la société considère comme une masculinité accomplie ou une féminité accomplie. Et donc, à ces moments d'accomplissement des stéréotypes de genre, les individus sont les plus désirables sur le marché matrimonial. Et donc, pour le cas de Joseph-Antoine Canasi, que j'étudie dans le livre, lui peine à arriver à ce moment d'accomplissement parce qu'il a une carrière professionnelle un peu chaotique. Il part il est corse, il part comme soldat dans les colonies, donc il a du mal à se projeter. Il veut rentrer en Corse, mais c'est un petit peu compliqué. En même temps, il aimerait faire une carrière de dessinateur, mais il a du mal à le faire. Et donc, les très nombreuses démarches auprès d'agences matrimoniales et de journaux d'annonces matrimoniales s'avèrent assez vaines, non pas parce qu'il manque de propositions, en fait, si à un moment donné il est même pour parler avec 6 jeunes filles, mais parce qu'il doit quand même faire des concessions. Malgré l'idée qu'il s'était faite qu'après la Première Guerre mondiale, il y a une surdisponibilité des femmes parce que de nombreux hommes sont morts. C'est un discours qui est très entretenu, et notamment par les directeurs d'agences matrimoniales, parce que ça leur permet de faire rentrer des clients. Et ben malgré ça, il doit quand même faire des concessions, justement parce que sa situation sociale n'est pas aussi brillante qu'il le faudrait pour faire venir en Corse la jeune fille jeune, de style urbain, parisienne, un peu à la Garçonne, comme il la rêve, mais qui serait aussi, en fait, au fond d'elle, avec des valeurs plutôt d'avant-guerre, donc très catholiques. En fait, il cherche à ne pas choisir, et il cherche à avoir la totalité des critères. Et finalement, il finit par abandonner cette quête-là en choisissant la Corse et en se mariant avec sa voisine. Oui, est-ce qu'on pourrait se demander dans quelle mesure faire l'histoire du célibat, c'est pas aussi faire l'histoire d'une manière ou d'une autre de choix, mais aussi de résignation, c'est-à-dire se résigner à un mariage moins beau que celui qu'on espérait, remplissant moins l'ensemble des critères, ou se résigner à ne pas se marier, autrement dit, la vie avance, les possibles sociaux se referment, ça c'est vrai pour chacun, chacune, quels que soient d'ailleurs nos statuts matrimoniaux ou non. De toute façon, voilà, plus on avance dans le temps, moins les possibilités sociales sont
sont larges. Et du coup, on a l'impression que le célibat est aussi un prisme pour dire ça, pour dire que les existences qui avancent, finalement, sont de moins en moins ouvertes du point de vue des possibilités sociales. C'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que cette question de la résignation ou de la souffrance du célibat, on la voit apparaître dans le livre de manière assez flagrante au XIXe siècle, et puis après, chez certains également au XXe siècle. Pour le 19e, je pense au chapitre d'Anatole Lebras sur Apolline Leclerc, cette jeune femme internée qui écrit à sa famille qu'elle veut se marier, qu'elle veut sortir de l'asile, qu'elle veut fonder une famille. Et alors ça, c'est un peu la question qu'on se pose aussi. Est-ce que c'est un biais des sources, en fait? Est-ce que au 19e siècle, on prend l'habitude de parler un peu plus ouvertement, enfin de se raconter, de parler de ses émotions, ou est-ce que c'est une émotion nouvelle qui est apparue, cette résignation, ce mal-être lié au célibat? Voilà, c'est un peu la question éternelle face aux sources. Mais qui serait aussi un effet, en fait, de mesurer la manière dont les représentations collectives façonnent les vécus individuels et les ressentis individuels. Et c'est pas complètement une coïncidence de voir que ce sentiment de résignation, on le voit plutôt au XIXe siècle, au moment où le discours sur la stigmatisation du célibat est quand même très fort. Et je reprendrai l'exemple de Gertrude Bell, c'est assez flagrant de voir que cet inconfort, il vient du fait de ne pas être dans une norme qui est socialement valorisée, qui est socialement célébrée. Et que probablement ça vient un peu de là. Il y a un enjeu, on en a un tout petit peu parlé, mais il n'est pas présent en tant que tel dans le livre. Mais je voulais quand même vous poser la question de sa place en filigrane, c'est le célibat par vœu, le célibat par vocation religieuse. Est-ce que c'est quelque chose qui est malgré tout valorisé socialement? On sait qu'au XVIIe, au XVIIIe, notamment pour des cadets, des cadettes de famille, ça peut être une solution que l'Église, du coup, ça dispense d'avoir à se poser la question du mariage parce que l'Église permet d'avoir des alternatives. Et puis le XIXe siècle en France, c'est quand même le grand moment de la féminisation du catholicisme, du culte marial, et du coup, dans quelle mesure est-ce que ça permet peut-être de compenser ou d'offrir une alternative positive, entre guillemets, au célibat que d'avoir le fait d'entrer dans l'Église? Oui, moi, dans ma thèse, j'ai travaillé sur les religieux et religieuses. Là encore, en tout cas, avec les sources à ma disposition, c'est toujours compliqué de parler de vocation ou de parler d'un choix individuel. Pour reprendre ce que disait Claire Lys tout à l'heure, l'entrée en religion de filles ou de garçons, ça s'inscrit aussi dans des logiques familiales plus vastes. Par contre, moi, ce que j'ai pu observer dans certains contrats d'entrée en religion donc de jeunes filles, c'était des écritures où c'était souvent donc le père qui confiait sa fille à un couvent en disant que sa fille lui a réclamé depuis de longues années d'entrer au couvent, de se vouer à Dieu. Et là encore, on est toujours dans le questionnement. Est-ce que c'est une façon en fait de valoriser son lignage, de montrer que Dieu a appelé sa fille à lui, donc ça veut dire que la famille est protégée et bénie. Voilà. Donc on a toujours aussi ces jeux d'écriture. Est-ce que malgré tout il y avait vraiment une vocation de cette jeune fille dans un siècle où la réforme catholique valorise énormément l'entrée en religion? En fait tout ça est tellement imbriqué que c'est très compliqué de parler de vocation, de stratégie, de choix. Et pour le 19e siècle, on peut peut-être parler d'Inès Henrique qui a consacré sa thèse aux jeunes filles de la bourgeoisie qui, contre la volonté de leurs parents, entrent en religion. Elle a en effet travaillé sur ce qu'elle appelle les vocations forcées et elle montre comment ce moment de célibat choisi peut être vraiment un observatoire des tensions familiales et aussi des relations entre la famille et l'institution religieuse. Pour ce qui est du livre, c'est effectivement pas une question qu'on a traitée parce qu'on a choisi de se concentrer sur le célibat laïque, mais néanmoins, l'ombre du célibat religieux pour les femmes est quand même quelque chose qui est présent parce que c'est une image qui permet de rendre acceptables certains célibats féminins. Je pense notamment à la figure des institutrices
qui restent souvent célibataires, souvent en miroir avec les congrégations religieuses qui enseignaient aussi. Et cette image du célibat féminin choisi, chaste, et quelque part comme un sacerdoce, c'est aussi ce qui permet une relative valorisation du célibat féminin, et c'est ce qui rend aussi acceptable une forme d'émancipation, parce qu'elle reste dans l'image d'une forme religieuse. Une dernière question peut-être, en lisant notamment, je crois que c'est Alexandre Brognard, c'est une des sources du 18e, un jeune homme qui écrit sur sa vie, enfin un homme d'ailleurs jeune et moins jeune qui écrit sur sa vie à différents moments. Est-ce que le mariage peut faire peur ? Est-ce que le célibat peut s'expliquer aussi parce que le mariage peut faire peur de différentes manières d'ailleurs ? On peut imaginer que ça peut faire peur à une jeune fille qui va se dire qu'elle va être livrée à un mari violent, qu'elle ne saura pas faire face à cette relation. Ça peut faire peur aussi à un homme qui se sentira impuissant, pas à la hauteur. Enfin voilà, on a l'impression que ça peut être un des déterminants évidemment difficile à approcher en dehors de sources très particulières, mais que ça peut être à l'arrière-plan d'un certain nombre de choix. Ça, c'est vraiment un sujet pour ma part que j'aimerais beaucoup investir dans les prochaines années, parce que pour le coup, c'est pas quelque chose qui a été très travaillé, mais il me semble qu'il y a vraiment au 19e siècle toute une série de discours qui visent à dégoûter les hommes du mariage. En tout cas, qui entretient cette idée que le mariage, c'est une contrainte, que c'est fini, c'est la fin de la liberté, que c'est la charge non seulement d'une épouse qui peut devenir acariate, mais aussi c'est aussi le moment de la construction de l'image de la belle-mère qu'on peut avoir sur le dos. Donc que le mariage est quelque chose qui enferme. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs de voir comment on dépeint aux jeunes filles le mariage comme un accomplissement d'elles-mêmes, de leur féminité, de la maternité, etc. Et aux hommes, le mariage comme une charge et quelque chose de négatif dans leur vie, alors que la structure des rapports de pouvoir font que, dans les faits, c'est pour les femmes que le mariage est quand même une institution aliénante. Et alors pour les hommes, ça leur permet plutôt de s'asseoir, de s'installer socialement. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander à l'une et à l'autre un conseil de lecture ou même autre en fin d'émission ? Alors ça n'a pas grand-chose à voir avec le célibat, mais c'est un livre qu'on m'a offert l'été dernier et que j'ai adoré. Donc ça s'appelle La 8e vie, d'une autrice géorgienne qui s'appelle Nino Aratishvili. Et donc ça suit, c'est une espèce de grande fresque familiale qui débute au début du XXe et s'achève dans les années 80 et qui suit donc plusieurs générations de femmes géorgiennes. Et donc j'en profite pour remercier mes amies Isabelle et Samir qui m'ont offert ce livre. Claire-Lise Gaillard. Moi, ça aura un tout petit peu plus à voir avec le célibat, mais un peu moins avec l'histoire, parce que j'aimerais recommander la mise en BD du livre Le genre du capital de Céline Bessières et Sybille Golac, qui est un livre qui, pour ma part, m'a beaucoup aidé à penser ma thèse et qui diffuse toujours dans les discussions qu'on a avec Juliette. Et il me semble que la mise en BD par Anne Puchol est intéressante aussi pour diffuser ces apports-là. En attendant la BD sur le célibat, après le podcast et après le livre. Je rappelle le titre du livre, donc Histoire de célibat du Moyen-Âge au XXe siècle. Juliette Eméhoud et Claire-Lise Gaillard, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.